Le corps humain est une machine merveilleusement réglée. Nous avons tous les mêmes muscles et les mêmes os, mais certains d'entre nous les utilisent pour réaliser des prouesses étonnantes. Un peu de vélocité, de la force, une bonne maîtrise, un équilibre parfait, et le corps devient un miracle d'agilité. Observez le travail des muscles. Bobby Thatcher est un espoir olympique en aviron. Comme tous les athlètes d'exception, il doit entraîner son corps pour se maintenir au plus haut niveau. Dans son cas, la connaissance est un véritable pouvoir. Le fait de savoir comment son corps fonctionne va lui permettre de réaliser la meilleure performance possible dans sa course contre la montre. L'aviron révèle les capacités musculaires du corps humain. Bobby ne dépense pas son énergie à lutter contre la pesanteur, mais utilise tous ses muscles pour obtenir une harmonieuse coordination des mouvements et faire avancer le bateau sur l'eau. La thermographie nous révèle les mécanismes de la machine biologique qui dirige l'embarcation. Son carburant est le sucre. Il alimente les pistons musculaires qui agissent sur les leviers osseux. Les articulations sont lubrifiées par une substance naturelle. La force musculaire est transmise à un levier artificiel, l'aviron, qui pivote sur un anneau en acier. La réserve de combustible interne de Bobby est progressivement convertie en force, et c'est cette force qui va propulser l'embarcation en avant. La forme de l'embarcation a été conçue pour améliorer la performance humaine. Le développement de ses capacités pulmonaires procure à Bobby un apport d'oxygène suffisant pour brûler le combustible qui est dans ses muscles. Il peut emmagasiner près de 9 litres d'air à chaque inspiration. Avant d'embrayer la vitesse supérieure, la machine humaine a besoin d'une période d'échauffement. Les exercices physiques modérés augmentent le flux sanguin à travers le corps et permettent aux muscles de s'échauffer afin d'utiliser au mieux l'oxygène. L'énergie de Bobby vient d'un sucre particulier, le glycogène emmagasiné dans les tissus. Au fur et à mesure qu'il brûle plus de carburant, son sang transporte l'excédent de chaleur vers la peau où elle se diffuse. Les petits vaisseaux sur son visage sont les premiers signes de l'effort qu'il fournit. Okay, get ready for the space. Bobby est prêt à prendre le départ. Et sur l'eau, et au laboratoire. Come forward. Set. Go. Go. Il a préparé la course sous contrôle médical en synchronisant ses mouvements sur l'eau pour essayer de réaliser une course idéale.
That's it, nice and sharp off, well done. Grâce à son entraînement au laboratoire, Bobby a appris à obtenir le meilleur de son corps. Il a des réserves d'énergie limitées. Il sait maintenant comment gérer au mieux cette énergie à chaque étape de la course. Le muscle humain a une efficacité de 25% équivalente à celle d'un moteur de voiture, ce qui signifie que seul un quart de l'énergie chimique dans le glycogène est convertie en énergie utile, alors que les autres 75% se perdent en se transformant en chaleur. Ce moniteur montre la première dépense d'énergie de Bobby, mais ses muscles ne peuvent pas produire le même effort pendant toute la course. Il est obligé de ralentir la cadence durant quelques minutes. À ce rythme plus lent, la machine humaine a une puissance nominale d'un demi-cheval vapeur. Elle peut développer jusqu'à 4 chevaux et demi. Il faudrait 50 athlètes comme Bobby pour faire rouler une voiture standard. Un travail bien réalisé paraît toujours très facile à exécuter. Pourtant, l'action du corps humain est extrêmement complexe. Une machine efficace requiert une charpente solide. Le corps humain n'échappe pas à la règle. Les os, que nous voyons ici en rouge, commencent à se former chez le fœtus humain seulement 9 semaines après la conception. Ils se développent autour du cartilage embryonnaire qui disparaîtra plus tard. Les os du crâne ne sont pas encore soudés les uns aux autres, permettant ainsi au cerveau de se développer et d'atteindre sa taille définitive. Le squelette humain est composé de 206 os, à moins que vous ne soyez l'une de ces rares personnes qui ont 2 côtes en plus, ou 12 doigts, ou encore 12 orteils. Nous naissons avec 350 os, mais dans les premières années de notre vie, plusieurs d'entre eux vont fusionner pour se renforcer. Les os mesurent toutes formes confondues entre à peine 1 cm et 60 cm. Sans les os pour nous porter et servir de levier à nos muscles, nous serions des tas de chair immobile. Notre squelette pèse environ 14 kg, moins de 20% du poids de notre corps. La forme de chaque os est idéalement conçue pour remplir une fonction particulière. L'agencement complexe des os entre eux donne aux membres une grande maniabilité. Les bras sont soutenus par une charpente osseuse, qui n'est que légèrement reliée au reste du squelette au niveau de l'épaule. Les omoplates ne sont pas fixées à la cage thoracique, ce qui permet aux bras d'avoir une grande liberté de mouvement. Mais les os sont plus que de simples leviers. L'expression sec comme un os est bien loin de la vérité. Un tiers du poids de l'os est composé de tissus vivants, traversés par un microscopique réseau de vaisseaux sanguins et de nerfs. Le centre de certains os est rempli de moelle qui fabriquent les cellules sanguines.
Cette architecture microscopique est celle de la plupart de nos os. La structure permet d'allier la force à la légèreté. La matière osseuse se renouvelle en permanence. Les minéraux qui constituent la partie dure des os, le calcium et le phosphore, se dissolvent progressivement pour disparaître dans le sang. Au même moment, un nouvel os se reforme grâce aux mêmes minéraux qui sont apportés par les vaisseaux sanguins qui cheminent dans les os. Ainsi, notre squelette est renouvelé tous les 2 ans. L'élaboration du tissu osseux se fait par couches successives pour donner de la solidité aux os. Tel l'aviron qui est articulé à un pivot, les os sont reliés entre eux par des articulations. De toutes les articulations, le genou est la plus complexe. Sa flexion doit pouvoir se réaliser tout en supportant de fortes charges. La rotule est le point d'insertion du muscle quadriceps, responsable de l'extension du genou. Pour éviter le frottement, les os sont séparés par un coussinet rempli d'un lubrifiant naturel appelé liquide synovial. Sans ces articulations bien huilées, notre corps serait aussi raide que celui d'un robot. Les articulations et les os ont été conçus pour faciliter l'action de nos muscles. L'articulation du coude est adaptée à la fonction du biceps. Ce mouvement de la main ne requiert du biceps qu'une contraction d'1 centimètre. Mais la main de l'homme est le plus étonnant de tous les spécimens de la biotechnologie. À la différence de la majorité des animaux, l'homme est doté d'un pouce. Ajouté aux autres doigts, il confère à la main de la force et une grande finesse de préhension. Les 3 plus longs doigts sont actionnés par des muscles de l'avant-bras. Leur contraction est transmise par de longs tendons. Les os et les articulations des doigts ont été conçus pour exécuter des tâches délicates et non des travaux d'Hercule. La colonne vertébrale, quant à elle, soutient tout le haut du corps. Elle constitue également une véritable armure pour la moelle épinière et le réseau nerveux qui transmet les messages du cerveau au reste du corps. « 31 paires de nerfs se détachent successivement de la moelle épinière tout le long de la colonne vertébrale. Les dernières paires forment la queue de cheval. Le bas de la colonne vertébrale, le coccyx, ne contient pas de nerfs. Il correspond à l'évolution de l'appendice caudal qui est devenu inutile pour l'homme. Ceci n'est pas le dos d'un dinosaure, c'est le vôtre. Les protrusions épineuses fixent les muscles qui rassemblent les os de la colonne vertébrale. Les 24 vertèbres sont séparées par des disques anti-chocs. Quand nous sommes debout, le poids de notre corps comprime les disques. Ainsi, nous perdons près d'1 centimètre dans la journée, mais le regagnons dans la nuit. Notre squelette est porté par nos jambes. Elles possèdent les os les plus solides du corps. Ils peuvent résister à un poids d'1 tonne. Les os du pied sont le pendant des os de la main, mais ils n'ont pas la même fonction. Les orteils donnent de l'élasticité et la voûte plantaire amortit le poids du corps transmis par le talon. Le squelette protège également le cœur
les poumons et d'autres organes vulnérables du corps. Les côtes maintiennent les poumons en expansion. Quant au crâne, il ressemble à un casque destiné à protéger le cerveau, qui trouve cependant parfois à qui parler. Privés des ordres conscients du cerveau, les muscles abandonnent la partie. Mais la machine ne s'arrête pas pour autant. Le système neurovégétatif continue d'envoyer des instructions aux muscles qui fonctionnent alors sans contrôle conscient, gérant ainsi notre respiration et nos battements de cœur. Bobby fait autant confiance aux muscles qu'il contrôle qu'à ceux qu'il ne contrôle pas. Ainsi, au cours de l'effort, son cœur a battu 2 fois plus vite que la normale. Le sang apporte plus d'oxygène aux muscles qui sont en action. Pendant qu'ils consument du glycogène, les muscles produisent du dioxyde de carbone qui est rejeté par les poumons. La chaleur émise est une énergie perdue. Elle doit être éliminée du corps. La température de Bobby est régulée par la transpiration et par une déperdition de chaleur. Durant son entraînement, Bobby a appris à tirer profit des réserves d'énergie dont il dispose. Il lui a fallu des années de travail pour préparer son corps à la compétition. Si certaines machines se détériorent à l'usage, la machine humaine, elle, s'améliore à force d'entraînement. Les exercices développent la force, la taille et la résistance des muscles. Ramsford a travaillé aussi dur que Bobby pour développer sa musculature, mais ses objectifs sont différents. Il peut soulever 2 fois son poids. Même chez un individu moyen, les muscles font presque la moitié du poids du corps. La forme extérieure de notre corps est définie par les muscles qui sont sous la peau. Le corps humain possède 656 muscles différents, en moyenne 3 muscles par os. Nous ne ressemblons pas tous à Ramsford, mais nous avons tous le même nombre de cellules musculaires. Le muscle est fait en grande partie de protéines. Si vous voulez améliorer votre condition physique, il vous suffit de suivre un régime riche en protéines et d'apprendre à contrôler votre poids. Mais ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir une pareille masse musculaire, même en multipliant les exercices. Ramsford a hérité d'un type de muscle susceptible de prendre du volume. Pour être équilibriste ou jongleur, il vaut mieux être né avec des muscles longs. Les exercices renforcent et conditionnent aussi le genre de muscles. Ils améliorent également la coordination entre les muscles et les sens, comme le toucher ou la vue. Une puissante musculation n'est pas toujours un avantage. Les muscles peuvent générer une force de près de 3 kg par centimètre carré. Si tous nos muscles pouvaient agir ensemble, ils pourraient soulever un poids de 25 tonnes. En dehors des muscles que nous pouvons contrôler volontairement, il existe 2 autres types de muscles.
Le cœur est unique en son genre. Il a la même structure que les muscles volontaires, mais il ne répond pas aux ordres. Des muscles lisses tapissent les intestins et les vaisseaux sanguins. Ils échappent aussi à notre contrôle. Le travail de tous ces muscles est contrôlé par le système nerveux qui envoie des signaux électriques le long de la moelle épinière et le long des nerfs vers les muscles. Le muscle est fait de millions de petites cellules. Chaque cellule est aussi fine qu'un cheveu et fait jusqu'à 5 cm de long. Le nerf envoie une impulsion électrique à la surface de la cellule. L'impulsion provoque la contraction des fibres qui sont à l'intérieur de la cellule. Pendant qu'elle se contracte, le muscle se rétrécit d'un tiers de sa longueur initiale. Les tendons terminent les muscles et s'insèrent sur les os. Quand le corps fournit un effort, le système nerveux stimule une petite quantité de cellules dans chaque muscle. Si l'effort est plus important, le système nerveux doit stimuler davantage de cellules et plus souvent. La force d'un muscle vient de l'attraction chimique qu'exercent entre elles les protéines qui sont à l'intérieur des fibres microscopiques. Le sang apporte un flux constant d'oxygène aux muscles et un supplément de glycogène fabriqué dans le foie. Quand un muscle travaille, la température de la peau augmente de plusieurs degrés. La chaleur qui provient des muscles nous aide éventuellement à conserver une température normale. Il est temps pour Bobby de passer à la vitesse supérieure et d'aller jusqu'à la limite de ses forces dans le sprint final. Il augmente la cadence. La respiration a atteint sa capacité maximale, mais ses poumons ne peuvent pas délivrer assez d'oxygène pour ses muscles en plein travail. Pour accélérer encore l'allure, les muscles de Bobby doivent produire de l'énergie sans utiliser d'oxygène. Mais il y a un prix à payer. Un produit toxique, l'acide lactique, se forme dans les muscles, engendrant fatigue et douleur. Mais grâce à son entraînement intensif, Bobby a les moyens de combattre les effets épuisants de ce produit toxique, au moins jusqu'à la ligne d'arrivée. C'est à bout de force qu'il l'a franchi. L'exploit qu'il vient de réaliser le rapproche un peu plus du rêve olympique. La majorité d'entre nous ne choisit pas d'amener son corps au bout de ses limites. Mais les recherches qui ont permis à Bobby d'améliorer ses performances ont ouvert de nouvelles perspectives dans le domaine du corps humain. Elles ont révélé que le corps n'était pas seulement un véhicule, mais qu'il était aussi l'une des machines les plus performantes et les mieux étudiées qui n'aient jamais été conçues. Il entoure la planète Terre, notre foyer dans l'espace.
Il est aussi indispensable que l'eau ou la nourriture, mais il est totalement invisible. Sans lui, nous mourrions en quelques minutes. Notre organisme est entièrement dépendant de l'oxygène. Il est le souffle de la vie. Respirer de l'oxygène et le poumon produira chaleur et énergie dans le corps. Le sang achemine ce gaz porteur de vie vers les 60 milliards de cellules du corps. À chaque inspiration, le sang recueille de l'oxygène issu des poumons. Inconsciemment, nous respirons assez d'oxygène pour rester en vie. Mais grâce à un entraînement intensif, nos poumons peuvent nous permettre de battre des records. John Fitzgerald est un athlète d'exception. Il est champion du monde de natation. Pour réaliser une excellente performance dans l'eau, il lui est indispensable de chronométrer et de contrôler sa respiration. Grâce à des années d'entraînement, son corps est en excellente condition physique. Si John remporte la compétition du 1500 mètres nage libre contre la montre, ses cellules musculaires nécessiteront une quantité d'oxygène plusieurs fois supérieure à la normale. Conçus pour oxygéner le sang au maximum, les poumons sont un miracle d'évolution. Ils occupent 90% de la cage thoracique. Des millions de conduits aérifères rendent les poumons légers et spongieux. Ils pèsent seulement 900 grammes. Mise à plat, la surface des parois de cette myriade d'alvéoles représenterait 50 fois la superficie de la peau. Elle pourrait recouvrir un terrain de tennis. Les vaisseaux sanguins bordent les poumons et absorbent l'oxygène contenu dans l'air. La vie a commencé dans l'océan. L'oxygène dissous dans l'eau permet aux poissons de respirer grâce à leurs branchies. L'air contient 50 fois plus d'oxygène que l'eau et nos poumons se sont transformés pour utiliser au mieux cette réserve d'oxygène. À la naissance, nous en faisons tous l'expérience dès que nous quittons le nid douillet de l'utérus maternel. Les premières inspirations de ce petit garçon ont été laborieuses. Pourtant, il respirera encore 400 millions de fois durant toute sa vie. Quand nous respirons, des muscles situés entre les côtes tirent la cage thoracique vers le haut. Un muscle à la forme arrondie, situé sous les poumons, le diaphragme, opère un mouvement vers le bas. La combinaison de ces deux mouvements étire les poumons. C'est une machine très fiable. Quand nous expirons, nous relâchons nos muscles et l'air est automatiquement rejeté par les poumons. La fine membrane interne des poumons est extrêmement fragile. Chaque inspiration représente une menace. Lors d'une journée passée en ville, vous respirez des milliards de particules de poussière et de pollution. Mais le corps a un système de défense intégré. Le trajet, suivi par l'oxygène, commence dans le nez. Des poils constituent la première ligne de défense. Ils barrent la route au pollen et à la saleté. Plus haut, l'intérieur du nez est recouvert d'une membrane humide.
Des glandes spécifiques sécrètent du mucus, un liquide visqueux qui arrête la poussière. Un tapis de poils microscopiques repousse le mucus chargé de poussière vers la gorge. On peut soit le cracher, soit l'avaler. Quand il fait froid, ces poils perdent de leur efficacité et le mucus déborde. C'est ce que nous appelons familièrement le nez qui coule. Étroites, les fosses nasales ralentissent le rythme de la respiration. Durant l'épreuve, les poumons de John devront se remplir d'oxygène très rapidement. Pour faciliter le passage de l'air, John respire par la bouche. Ainsi, il respire plus facilement, mais laisse pénétrer les microbes. La bouche et le nez sont reliés par un passage à l'arrière de la gorge, juste au-dessus du larynx. C'est le conduit qui mène aux poumons. Il est protégé par un clapet solide, l'épiglotte, qui empêche le bol alimentaire et l'eau de s'engager dans une mauvaise direction. Si l'on fait vibrer les cordes vocales, on peut soit chanter, soit parler. La bouche et les os du crâne façonnent ces sonorités. La majorité du corps est constituée d'eau. Elle représente 2/3 du poids du corps. À chaque expiration, nous rejetons de la vapeur d'eau issue des voies aérifères humides et des poumons. Chaque jour, nous expirons un demi-litre de vapeur d'eau. Sous le larynx, la trachée est renforcée par des anneaux cartilagineux qui maintiennent le conduit ouvert en permanence. Elle est aussi tapissée de poils microscopiques qui font office de tapis roulant, transportant le mucus chargé de poussière vers l'arrière de la gorge. Quand nous raclons la gorge ou quand nous toussons, nous aidons un peu le mucus à remonter. Nos poumons nous maintiennent peut-être en vie, mais ils nous rendent aussi service pour des tâches moins essentielles. Grâce à son souffle, Maria peut insuffler 5 litres d'air à l'intérieur de ce matelas pneumatique. Une personne normalement constituée emmagasine à chaque inspiration seulement un demi-litre d'air. À chaque fois que nous respirons, nous inspirons puis expirons un demi-litre d'air 15 fois par minute. Lors d'une vie moyennement longue, 370 000 mètres cubes d'air traversent nos poumons. Cela suffirait à remplir un stade de football. John a dû suivre un entraînement intensif pour devenir un athlète d'exception et pour développer au mieux son corps et ses capacités pulmonaires. À chaque inspiration, il peut emmagasiner 6,5 litres d'air, soit environ 1 litre de plus que l'individu moyen. Mais ses poumons contiennent toujours 1 litre d'air dont il ne pourra jamais se débarrasser. C'est ce qu'on appelle le volume mort. Au niveau musculaire, l'oxygène déclenche ainsi une combustion interne qui fournit de l'énergie aux muscles et réchauffe le corps. Grâce à un entraînement contrôlé dans un laboratoire conçu pour les athlètes olympiques, John réalise les meilleures performances possibles. Un ordinateur analyse les données transmises par son corps, les battements du cœur, sa force musculaire, mais surtout sa consommation d'oxygène. Right, 3, 2, 1, go. Pour simuler les conditions d'une compétition, John se soumet à un exercice d'aptitude physique
dans le but de dépasser ses limites. Cet exercice, soigneusement contrôlé, permet à John d'obtenir le meilleur de son corps et d'améliorer ses performances en natation. Okay, 2 minutes gone. L'air passe à travers un labyrinthe de conduits situé à l'intérieur du poumon. Les voies aérifères se divisent indéfiniment, formant des canaux de plus en plus petits. Lors de la compétition, John doit nager en cadence, utilisant au mieux sa respiration. S'il veut gagner, il lui est indispensable de bien oxygéner ses poumons. Plus John s'entraîne, plus il consomme de l'oxygène. À chaque inspiration, les poumons emmagasinent 100 milliards de molécules d'air. Seulement 1/5 de ces molécules sont des molécules d'oxygène, le gaz qui nous maintient en vie. Le reste est constitué de molécules d'azote, un gaz inerte qui passe dans les poumons sans subir de modification. Au fond des poumons, les vibrations des voies aérifères et les battements cardiaques de John palpitent harmonieusement. Son rythme cardiaque s'accélère quand le cœur diffuse vigoureusement le sang dans tout le corps. Le sang de John manque rapidement d'oxygène car il alimente tous les vaisseaux sanguins situés dans les muscles en plein effort. Quand il se trouve à nouveau dans les poumons, le sang recherche désespérément de l'oxygène. Quand son corps manque d'oxygène, John ressent de la douleur. Seules les instructions que lui transmet son cerveau l'empêchent de renoncer. C'est ce qui différencie un athlète d'exception d'un bon athlète. Le labyrinthe des voies aérifères se termine par de minuscules poches d'air, les alvéoles. Chacun d'entre nous en possède 700 millions. Le trajet suivi par l'air que l'on respire se termine dans l'alvéole. Voici l'intérieur d'une alvéole. Son diamètre est de 0,25 mm. L'épaisseur de ses parois mesure seulement quelques millièmes de millimètre. Ainsi, l'oxygène passe directement de l'alvéole au vaisseau sanguin environnant. Le sang joue un rôle si crucial dans le transport de l'oxygène que les poumons ont leur propre vascularisation. Une moitié du cœur a pour unique rôle de conduire le sang jusqu'au poumon et de l'évacuer. Un réseau complexe de minuscules vaisseaux achemine le sang dépourvu d'oxygène vers les alvéoles. Il s'agit du réseau de vaisseaux sanguins le plus dense du corps humain. De minuscules capillaires enveloppent délicatement chaque poche d'air. L'oxygène contenu dans les alvéoles se propage dans le sang où il se mêle à un corps chimique, l'hémoglobine, qui intensifie la couleur du sang. Comme l'oxygène se dissout assez mal, l'hémoglobine est indispensable à notre survie. Sans elle, l'oxygène ne pourrait pas être transporté par le sang. Sans l'hémoglobine, le sang ne pourrait pas acheminer assez d'oxygène pour nous maintenir en vie, même au repos. Et encore moins lors d'un exercice fatigant.
L'hémoglobine se trouve à l'intérieur de cellules spécifiques, les globules rouges. Nous possédons 30 milliards de ces cellules microscopiques. Placées côte à côte, elles pourraient presque atteindre la Lune. L'hémoglobine distribue l'oxygène aux tissus musculaires. La forme physique de John est supérieure à celle d'un être humain moyen. Il sait contrôler son débit d'oxygène de façon efficace. Il consomme 25 fois plus d'oxygène que d'habitude. Durant cet exercice de contrôle, il a produit suffisamment d'énergie pour alimenter une ampoule électrique pendant 12 heures. Il connaît ses limites. Quand le combustible dissous dans les muscles en plein effort se mêle à l'oxygène, il produit un déchet, le dioxyde de carbone. Ce gaz se dissout dans le sang, puis il est acheminé jusqu'aux poumons qui le rejettent dans l'atmosphère. Le gaz que nous expirons contient 100 fois plus de dioxyde de carbone que l'air qui nous entoure. John nage pour gagner, mais parfois nous nageons pour survivre. Le corps contient une quantité limitée d'oxygène dans les poumons et dans le sang. Si Maria ne remonte pas à la surface, elle perdra connaissance en moins de 2 minutes. Elle doit utiliser la totalité de l'oxygène précieusement emmagasiné dans son corps. Son cerveau réagit très vite à la baisse du niveau d'oxygène. Nous pouvons survivre pendant des jours sans manger ou sans boire, mais il nous est indispensable de respirer pour vivre. Le cerveau contrôle automatiquement la respiration. Si nous consommons plus d'oxygène, nous respirons plus profondément. Mais ce n'est pas la baisse du niveau d'oxygène qui indique aux poumons qu'ils doivent emmagasiner plus d'air. Le niveau d'oxygène baisse quand les muscles brûlent l'oxygène, produisant ainsi du dioxyde de carbone. Ce gaz s'accumule dans le sang, signalant au cerveau les moments où nous avons besoin de respirer plus profondément. L'oxyde de carbone déclenche un signal d'alarme dans la partie inférieure du cerveau, stimulant automatiquement les nerfs qui contrôlent les muscles de la poitrine et du diaphragme. On peut consciemment interrompre ce réflexe respiratoire pour un court instant. Mais il est impossible de s'asphyxier en retenant sa respiration. Si on perd connaissance, ce réflexe automatique se déclenche à nouveau. Améliorer nos capacités fait partie intégrante de la nature humaine. Un tuba nous permet de respirer sous l'eau. Un tuba est utile seulement si l'on nage près de la surface. Si l'on plonge plus profondément, la pression de l'eau sur la poitrine augmente. Il est plus difficile de gonfler les poumons pour respirer et les muscles de la poitrine et du diaphragme ont des possibilités limitées. Cette plongeuse résout le problème en utilisant une bouteille d'air comprimé. L'air qu'elle fournit aux poumons est à la même pression que l'eau qui l'entoure. Avec une réserve telle que celle-ci, elle peut travailler à cette profondeur pendant 2 heures. Plus l'on plonge profondément, plus la réserve d'air s'amenuise, car il faut emmagasiner plus d'air pour compenser l'augmentation de la pression de l'eau. Un plongeur peut travailler à une profondeur de 300 mètres où la pression atteint environ 250 kg pour 6 cm² et demi.
En altitude, la pression est basse. Le manque d'oxygène engendre de nombreux problèmes. Cependant, avec du temps pour s'adapter, on peut vivre à une altitude de 5500 mètres, alors que la pression atmosphérique est 2 fois inférieure à celle du niveau de la mer. Le corps réagit en fabriquant davantage de globules rouges et en utilisant plus de capillaires pour améliorer l'afflux sanguin vers les muscles. Au-dessus de 9000 mètres, là où volent les avions de ligne, l'air se raréfie et il est impossible de respirer. Ainsi, l'intérieur des avions est pressurisé. Si la pression venait à baisser, chose peu probable, les passagers manqueraient d'oxygène. Durant la simulation d'une baisse de pression soudaine, la vapeur d'eau se condense, formant une légère brume. L'avion dans lequel se trouve cette jeune fille bénévole est monté à une altitude de 7300 mètres en à peine 3 secondes. Quand elle lit les chiffres d'un jeu de cartes, on peut mesurer la rapidité de ses réflexes cérébraux. Alors qu'elle pense être en pleine forme et sûre d'elle, elle commet des erreurs 1 minute seulement après avoir commencé. Queen of Hearts, Nine of Diamonds. Les cellules de son cerveau sont les premières à réagir au manque d'oxygène. L'hémoglobine contenue dans le sang ne peut pas absorber suffisamment d'oxygène ni empêcher les cellules du cerveau de s'asphyxier. La partie supérieure du cerveau, centre de la conscience, est la première à se détériorer. La partie inférieure, plus primitive, maintient la respiration et les battements du cœur aussi longtemps que possible. Avant que notre volontaire ne perde connaissance, on lui apporte un remède, de l'oxygène pur, tout comme on le ferait dans un avion. Lors de cette simulation, on diminue la pression de cette pièce pour montrer combien l'altitude fait diminuer le point d'ébullition de l'eau. Si la pression était équivalente à celle qui existe à 18 km au-dessus du niveau de la mer, la température du corps ferait bouillir notre sang. Pour survivre à une telle altitude, il est indispensable d'avoir une combinaison pressurisée possédant sa propre réserve d'air, surtout si le cerveau doit réagir rapidement et prendre des décisions cruciales. L'espace est l'endroit par excellence où l'air fait défaut. Dans un vide presque parfait, la combinaison spatiale fournit les systèmes de sécurité de base que nous offre habituellement l'atmosphère terrestre. Une pression confortable, beaucoup d'oxygène et des corps chimiques pour emprisonner le dioxyde de carbone exhalé. John vient de nager pendant environ 1,5 km. Il amorce maintenant son dernier virage. Alors qu'il se lance vers la ligne d'arrivée, il reprend son souffle pour la dernière fois. L'air qu'il vient d'inhaler s'est appauvri en oxygène pour brûler le combustible indispensable à ses muscles. L'oxygène représente un constituant essentiel de la fine couche d'air qui entoure la Terre. Un constituant depuis toujours nécessaire à presque toute forme de vie sur Terre.
Au sein du corps humain se trouve une machine complexe, une centrale électrique, une usine chimique et un broyeur d'ordures qui ne font qu'un. Pour la mettre en marche, il suffit de manger. Au cours d'une vie, nous consommons 30 tonnes de nourriture. Découvrons les mystères de la digestion. Tout de suite, dans le corps humain. Dormir, peut-être même digérer. Bien que Gary soit en train de dormir, son appareil digestif ne cesse jamais de fonctionner. Il est en train de digérer son dîner. Les aliments sont le point de départ de tout ce qui se passe dans le corps. Pour digérer, nous utilisons 10% de nos besoins énergétiques quotidiens. 70% servent à garder le corps inactif et font fonctionner le système qui nous garde en vie. Seulement 20% de nos réserves énergétiques nous permettent d'assumer toutes nos activités quotidiennes. Les aliments sont le carburant que nous brûlons quand nous faisons un effort physique. Ils nous fournissent des éléments nutritifs qui nous permettent de rester en bonne santé. Les aliments fournissent également les baumes essentiels de notre trousse de secours qui soignent les blessures et nous permettent de repartir de plus belle. Gary va prendre son petit déjeuner, le premier repas qu'il prendra depuis le dîner de la veille. Du début à la fin de sa digestion, les aliments resteront 24 heures dans son corps. La matière première revêt des formes, des tailles et des saveurs différentes. Au cours de notre vie, une personne mange en moyenne 8000 œufs, 500 kg de fromage, 6000 pains, 4000 litres de lait, 24 porcs et une tonne de fruits. La déglutition est à la base du processus digestif. Quand nous avalons, un réflexe nous empêche de respirer. Le palais empêche les aliments d'être reflués vers les fosses nasales. Un clapet élastique situé derrière la langue, nommé l'épiglotte, s'abaisse et obture le larynx, la voie aérifère qui mène aux poumons. Cette gorgée coule le long de l'œsophage, un conduit musculaire avec une fibre ressemblant à la peau. Ces parois se contractent avec une force telle que l'on pourrait boire la tête en bas. Ces contractions, connues sous le nom de péristaltisme, sont le point de départ d'un processus incessant dont la tâche est de digérer les aliments et les liquides. Penser à de la nourriture peut vous faire venir l'eau à la bouche. 3 paires de glandes salivaires sécrètent 1 litre de salive par jour. Elle jaillit de petites fontaines situées sous la langue pour lubrifier les aliments et faciliter la déglutition. Elle permet aussi à la bouche et à la langue d'être humidifiées en permanence. On commence vraiment à saliver quand les aliments sont dans la bouche ou simplement quand on pense à quelque chose de savoureux. À partir de maintenant, les aliments vont parcourir 11 mètres au sein de l'appareil digestif. Ils vont subir des attaques physiques et chimiques car le corps décompose automatiquement les constituants complexes des aliments pour les transformer en substances nutritives dont il peut se servir.
La mastication est à la base de ce processus. La bouche possède 32 dents conçues pour broyer, couper et déchirer. La surface blanche des dents, l'émail, est la substance la plus solide du corps humain. Elle est aussi dure que le verre. Pourtant, c'est un tissu capable de se réparer si sa surface est légèrement abîmée. Pendant que les dents broient les aliments, la salive repart à l'assaut. Elle contient 2 enzymes, des corps chimiques, qui permettent de décomposer la structure chimique des aliments. L'une de ces enzymes transforme les molécules d'amidon en sucre. Si vous mangez de l'amidon pendant 1 minute ou 2, vous pourrez goûter le résultat de cette réaction chimique, un goût sucré dans la bouche. La bouchée ou bol alimentaire glisse le long de l'œsophage en seulement 3 secondes. Voici la sortie qui mène vers l'estomac, une valve qui se trouve au bout de l'œsophage. Au-delà se trouve l'intérieur d'un sac musculaire. Il a la taille et la forme d'un gant de boxe. L'estomac traite les aliments. Il réduit en poudre ce que nous mangeons en le diluant, le concentrant, afin de le préparer à la prochaine étape de la digestion. C'est aussi un réservoir qui garde les aliments entre chaque repas. Cette caverne est l'estomac quand il est complètement rempli. Sa capacité maximale est de 1,5 litre. Des acides puissants attaquent et décomposent les aliments, mais il est mystérieusement immunisé contre ces acides. Le secret se cache dans ses parois en zigzag. Elles sont recouvertes de puits profonds bordés de cellules microscopiques. De façon étrange, certaines cellules sécrètent de l'acide chlorhydrique alors que des cellules voisines sécrètent un mucus gluant qui recouvre les parois de l'estomac et l'empêche de s'autodétruire. Les parois de l'estomac sécrètent presque 4 litres de suc gastrique par jour. Comme la salive, ces glandes peuvent se mettre en marche dès que l'on pense à de la nourriture. Le suc gastrique corrosif contient aussi une enzyme, la pepsine. Elle décompose des protéines en molécules de base, les acides aminés. Peu de substances nutritives sont absorbées ici, mais les aliments y stagnent de 2 à 6 heures. Les contractions musculaires de l'estomac brassent, compressent et mélangent le bol alimentaire pour en faire une pâte épaisse nommée le chyme. Il facilite l'action des sucs digestifs. Cette machine versatile ne peut pas absorber n'importe quelle nourriture. Nous ne pouvons pas digérer certains aliments, sauf si nous aidons un peu la nature. Notre appareil digestif peut absorber les éléments nutritionnels contenus dans les pommes de terre et le soja uniquement après que nous ayons changé leur structure chimique en les faisant cuire. Le feu est l'allié du cuisinier depuis les temps préhistoriques. La chaleur détend les fibres qui relient les protéines et les hydrates de carbone. Quand on fait cuire la nourriture, on détruit beaucoup de bactéries nocives qui ont élu domicile dans les aliments. Des arômes et des saveurs appétissantes jouent un rôle primordial. Elles stimulent nos glandes qui sécrètent de la salive et du suc gastrique. On prend aussi un plaisir particulier à faire la cuisine. Parfois. Cette tranche de pain brûle en quelques secondes. Si elle libérait son énergie aussi rapidement à l'intérieur du corps, nous finirions aussi en fumée. Le corps sait récupérer l'énergie des aliments de façon plus subtile. Mais peu importe comment l'énergie est libérée, le même aliment générera toujours la même quantité d'énergie. Cette expérience révèle la quantité d'énergie contenue dans le sucre blanc. Un demi-gramme d'hydrate de carbone pur exactement.
L'énergie se mesure en calories. Dans ce calorimètre, le sucre brûle en un clin d'œil. Il produit 2 calories. Une petite cuillère de sucre produira 20 calories. Tous les hydrates de carbone produisent presque la même quantité d'énergie. Right. D'autres aliments contiennent plus ou moins d'énergie. Les graisses contiennent 2 fois plus de calories que les hydrates de carbone. Alors que le sucre nous apporte de l'énergie de façon instantanée, les graisses nous apportent un carburant plus concentré. Gary a pris son petit déjeuner il y a presque 3 heures. Le bol alimentaire a quitté son estomac pour commencer un périple de 6 mètres à travers l'intestin grêle. Si notre appareil digestif pouvait se tenir de tout son long comme un ver de terre, nous devrions mesurer 9 mètres de haut. Au lieu de cela, nos intestins forment des méandres impeccables qui s'adaptent parfaitement à notre corps. Le péristaltisme continue son rôle de tapis roulant, poussant le chyme vers l'extérieur de l'estomac à travers cette minuscule valve à sens unique. À chaque contraction, moins d'une cuillerée à café de chyme est poussée vers le haut de l'intestin grêle, le duodénum. Ici, la surface interne de l'intestin se transforme en un velours doux et humide. Elle est spécialement conçue pour absorber les constituants décomposés des aliments. Ces minuscules parties saillantes, ressemblant à des doigts, appelées villosités, agrandissent la surface pour absorber des substances nutritives. Elles rendent la surface des parois intestinales 10 fois plus grande que la surface de la peau, assez pour recouvrir la moquette de votre salle à manger. C'est ici que les substances nutritives passent de l'intestin dans le sang. Chaque petite villosité contient un réseau de vaisseaux sanguins qui absorbent le glucose et les acides aminés, les matières de base des hydrates de carbone et des protéines. Les graisses passent par des conduits minuscules dans les villosités qui se connectent à un autre système de plomberie du corps humain, les vaisseaux lymphatiques qui finalement se déversent dans le sang. Ce réseau très dense de conduits microscopiques s'enroule autour de l'intestin grêle et transporte les substances nutritives des aliments. Après avoir mangé un repas lourd, le sang arrivant d'autres régions du corps irrigue ses capillaires. Nos muscles sont faibles et notre cerveau embrouillé. Nous sommes ce que nous mangeons. Un corps sain a besoin d'un régime équilibré. Les nutritionnistes connaissent les ingrédients essentiels. Parmi des milliers d'aliments différents, le corps n'a besoin que de 40 substances nutritives. Le régime parfait n'existe pas. Ce qui est bon pour certains empoisonne les autres. Cependant, nous devons manger les aliments essentiels dont nous avons besoin pour rester en vie. Les fruits sont riches en sucre, en minéraux et en vitamines. Voici un cristal de vitamine C pure que l'on trouve dans les agrumes comme les oranges. Elle veille à la bonne santé des os, des gencives et des dents. Les légumes sont une excellente source d'hydrates de carbone. Ils apportent aussi des vitamines et des minéraux qui nous assurent de rester en pleine forme. Le poisson nous apporte de la vitamine E. La viande et les produits laitiers contiennent des protéines, des graisses et du calcium pour avoir des ongles, une peau et des cheveux en bonne santé. Les haricots contiennent beaucoup de substances nutritives, mais certains haricots crus sont toxiques avant qu'ils n'aient germé. Les céréales contiennent des tissus indigestes appelés fibres alimentaires. Leur volume permet aux aliments de bouger continuellement dans l'intestin.
Au contraire, nous avons besoin de certaines vitamines en très petite quantité, juste une cuillerée à café au cours de notre vie. Pour digérer toutes ces substances différentes, 3 organes, regroupés autour de l'estomac, sécrètent un cocktail de sucs digestifs. Le foie, la vésicule biliaire et le pancréas déchargent leurs substances chimiques dans un unique conduit qui longe l'intérieur du duodénum avant de se vider à travers une valve minuscule, le sphincter de Oddi. Chaque jour, le foie sécrète 1 litre de liquide vert, la bile. Quand le chyme pénètre dans l'intestin, la bile décompose les graisses et certaines vitamines pour qu'elles puissent être absorbées. Les ondes du péristaltisme poussent le chyme rempli d'acide dans l'intestin grêle, courant le risque d'abîmer ses parois. Ainsi, les nerfs des parois intestinales stimulent le pancréas pour qu'il produise un liquide alcalin qui neutralise les acides. Ce suc pancréatique contient aussi de puissantes enzymes. Elles finissent de dissoudre les constituants du chyme en molécules plus simples. C'est ici que le corps commence à rassembler ses matières de base. Le foie, le plus gros organe du corps humain, assume plus de 500 fonctions différentes. Cette usine chimique, qui fonctionne tout le temps, constituée de 75 000 groupes de cellules identiques, filtre les substances nutritives venant de l'intestin grêle, acheminées par les vaisseaux sanguins. Ici, elles redeviennent des molécules graisseuses et protéiniques très complexes dont le corps a besoin. Le foie emmagasine aussi le sucre et fournit de l'énergie à la demande. Les réserves d'énergie du corps sont contrôlées par le foie. Nous avons déjà vu combien il est facile de mesurer l'énergie que les aliments comme le sucre peuvent rapidement fournir. Cette expérience en laboratoire montre comment le corps humain libère de l'énergie plus lentement. L'ordinateur ne détecte pas l'énergie directement. Il analyse l'air que Sarah respire. Quand son corps brûle du sucre, il utilise de l'oxygène. En mesurant la différence entre les quantités d'oxygène inspirées et expirées, l'ordinateur calcule la quantité d'énergie produite par Sarah. Les lignes plates de ce graphisme montrent que le corps de Sarah est inactif. Elle se repose. Okay, Sarah, let's start doing the exercises now. Quand Sarah commence ses exercices, sa consommation d'oxygène augmente immédiatement. Ses muscles ont besoin de carburant. C'est pourquoi le foie lui apporte davantage d'énergie fournie par une précédente digestion. Six heures après le petit déjeuner, les aliments dénués de substances nutritives entament l'étape finale de leur parcours d'1,5 mètre à travers le gros intestin. Toutes les conditions sont maintenant réunies pour passer à la 3e étape de la digestion. Un nombre incroyable de bactéries se trouve dans le gros intestin et se nourrit des déchets des aliments digérés. Ces bactéries sont inoffensives dans l'appareil digestif. En fait, elles nous sont d'une grande aide en produisant des vitamines en petite quantité. Les bactéries, et non les résidus du bol alimentaire, représentent la grande partie des matières fécales. Le dernier composant est l'eau, une substance si importante que le corps la recherche en permanence dans nos déchets. L'eau représente 60% du corps humain, soit 38 litres en tout. Malgré tout, nous risquons sans cesse de nous déshydrater. Pour bien contrôler l'eau dans le gros intestin, les parois du tube digestif transforment les cellules qui absorbent les substances nutritives en cellules conçues pour filtrer l'eau.
Les sucs digestifs ont réduit les aliments en bouillie et le corps a besoin de récupérer cette eau. Le gros intestin filtre les 2/3 de l'eau contenue dans le chyme grâce à une passoire de cellules microscopiques. Des milliers de vaisseaux sanguins situés dans les parois intestinales absorbent 5 litres d'eau par jour. Un réseau labyrinthique de capillaires sort l'eau et les substances nutritives de l'intestin et les ramène dans le sang. Les parois musculaires du gros intestin poussent son contenu vers le rectum, là où se termine l'appareil digestif long de 9 mètres. L'eau évacuée du gros intestin se retrouvera peut-être dans la peau. Les glandes sudoripares sécrètent de l'eau pour refroidir le corps quand nous faisons de l'exercice ou quand il fait chaud. Nous pouvons facilement perdre 1 litre d'eau sans même nous en rendre compte. Quand nous respirons, nous perdons encore un demi-litre d'eau. Même si nous ne faisons pas d'exercice fatigant, nous avons besoin de 2,5 litres d'eau par jour. Les reins sont les organes qui équilibrent l'eau de notre corps. Ils filtrent le sang, le nettoyant de tous ses déchets, à travers des conduits très longs que nous apercevons ici en rouge. Les larges artères et les veines acheminent le sang jusqu'aux reins en quantité abondante. Le sang du corps tout entier les traverse toutes les 5 minutes. Cela représente 1500 litres par jour, soit 38 millions de litres au cours d'une vie. Chaque rein contient plus d'1 million de filtres. Le sang traverse un nœud de capillaire. L'eau et les déchets sont éliminés puis récupérés par des conduits entrelacés. 99% de l'eau retourne alors dans le sang. Le liquide restant, l'urine, s'écoule dans un conduit puis descend dans de longs canaux, les uretères. Seulement quelques litres d'urine traversent ces conduits chaque jour. La quantité dépend de ce que nous buvons et de notre transpiration. L'urine est produite en petite quantité lors du sommeil, mais de façon plus intense si on est actif. L'urine suit un parcours de 30 cm et demi qui s'achève dans la vessie. Elle sort par l'extrémité des uretères. Plus la vessie se remplit, plus ses parois musculaires et élastiques s'élargissent. Quand elle est vide, la vessie est aussi petite qu'une noix. Quand elle est pleine, elle est aussi grosse qu'un poing. L'appareil digestif est presque sur pilote automatique. Mais nous contrôlons consciemment l'étape finale, l'excrétion, tout comme la première partie du processus digestif. Manger, digérer, excréter font partie d'un cycle sans fin. Même les aliments les plus exotiques servent à une seule chose, nous maintenir en vie, en bonne santé. Et ce grâce à cette fabuleuse machine qui travaille nuit et jour sans même que l'on s'en rende compte.
Dans votre corps, une armée se mobilise. Elle défend son territoire contre tous les intrus, qu'ils rampent ou qu'ils volent. Tous aux barricades. Voyons comment le corps part à l'attaque quand son environnement lui est hostile, dans ce nouvel épisode du corps humain. Cette bataille est le seul moment où Graham verra la mort de près. Mais notre téléphage de service n'en est pas moins un héros. Même lors d'une après-midi passée à paresser, son corps est assiégé. Il se bat contre des milliards d'ennemis. Des parasites, des insectes, des microbes l'entourent. Le corps a développé ses propres lignes de défense. Une armée microscopique de cellules avec des règles très précises. Ils arrêtent les attaquants, détruisent les intrus et réparent même les dégâts. Vivre au XXe siècle peut paraître simple. Pourtant, sans cette invisible armée de cellules, nous ne pourrions pas survivre au-delà de l'enfance. Les lances existent seulement dans ses rêves. Pourtant, les coupures et les blessures font partie de la vie de tous les jours. La peau est notre première ligne de défense. Si elle est attaquée, le corps mobilise immédiatement ses troupes pour se défendre et réparer les dégâts. Le sang contient tous les éléments essentiels à notre survie. Voici ces éléments indispensables, considérablement grossis. Les plaquettes cicatrisent la blessure. Les globules blancs se débarrassent de la poussière et des débris, puis détruisent les infections. Voici comment une blessure cicatrise en 4 semaines. Si nos blessures ne cicatrisaient pas aussi rapidement, nous mourrions tous très jeunes. Le processus de cicatrisation commence à l'intérieur de nos os. C'est ici que le corps fabrique ses moyens de défense. C'est dans la moelle osseuse que naît cette armée de choc qui patrouille dans le sang. Tout d'abord, interviennent de minuscules cellules nommées les plaquettes. Elles ont pour mission de cicatriser les blessures par l'intermédiaire des vaisseaux sanguins. Sans elles, nous pourrions succomber à une hémorragie en nous égratignant. En haut à droite, nous apercevons des globules rouges formant un caillot. Ils sont emprisonnés par un réseau de fibres microscopiques qui se forment dès que l'on se blesse. Le caillot empêche le sang de couler et les microbes de pénétrer. Alertés par les dégâts, les globules blancs partent maintenant à l'attaque. Des cellules très spécifiques, appelées mastocytes, se mobilisent pour assumer une mission cruciale. Elles font surface et sécrètent un corps chimique appelé l'histamine, qui dilate les vaisseaux sanguins autour de la blessure. Les cellules vitales de la cicatrisation peuvent sortir du flux sanguin pour pénétrer dans le tissu jusqu'à la blessure. Parmi ces cellules se trouvent les macrophages, des cellules spécifiques qui détruisent le corps étranger ou les microbes qui ont envahi la blessure. Ici, cette cellule engloutit littéralement son ennemi.
De l'autre côté de la blessure, ces cellules et celles qui ont été détruites ressemblent à du pus. Elles enlaidissent la blessure, mais cela prouve que celle-ci est en train de cicatriser. Il en va de même pour la croûte à la surface de la peau. Sous cette couverture de protection, la peau cicatrise et repousse. Cette cellule spécifique qui fait la danse des 7 voiles s'appelle un monocyte. Elle s'achemine vers une zone sinistrée. Les monocytes tissent ensemble une nouvelle couche de peau à la surface de la blessure. Au même moment, les cellules de peau des couches les plus profondes sont stimulées pour croître plus rapidement et remplacer les cellules disparues. Ce groupe de cellules va s'unir pour former une nouvelle couche de peau. Heureusement pour notre jeune dormeur, cette bataille n'est qu'un rêve. Pourtant, le corps n'est jamais à l'abri d'une attaque. Ce coussin luxueux n'est pas un sanctuaire. Il paraît propre, pourtant il est rempli d'acariens invisibles. Voici des acariens grossis 100 fois. Ces monstres envahissent notre environnement. Les rideaux, la literie, les tapis et les tissus d'ameublement représentent un terrain de prédilection pour les acariens. Des millions d'acariens vivent dans un seul oreiller. Ils peuvent même élire domicile dans un ours en peluche. Les acariens se nourrissent des peaux mortes que nous perdons. Ils paraissent peut-être adorables, mais leurs détritus sont parfois mortels. Si on en respire, ils peuvent déclencher de l'asthme. Les acariens sont peut-être la plus grande cause de ce fléau du XXe siècle. Nos maisons modernes bien chauffées et mal aérées favorisent la présence des acariens. Leurs déchets volent dans l'air comme de la poussière. Graham les respire sans même s'en rendre compte. Il ne réalise pas le danger. Pourtant, les acariens ne sont pas les seuls à partager le confort de sa demeure. Dans les boiseries et le coussin d'une chaise d'époque se cachent peut-être des punaises. Les oiseaux perchés sur les toits apportent aussi des poux. Ils entrent dans nos maisons et s'immiscent dans notre intimité. Nos animaux domestiques ont des puces qui se nourrissent de sang humain. Les puces des chats provoquent souvent des démangeaisons chez l'homme, mais elles peuvent aussi propager des maladies mortelles, telles que le typhus et la peste. Au Moyen-Âge, la peste noire a décimé un tiers de la population en Europe. Cette épidémie fut propagée par les puces. L'être humain le plus propre reste quand même un nid à microbes. De minuscules microbes vivent dans les racines des cils et s'amassent dans les contours des narines. Voici un pouls considérablement grossi et un autre qui rampe tranquillement le long d'un poil. Dans la cuisine chauffée de Graham, des millions d'organismes minuscules cherchent l'hospitalité. Les champignons, la moisissure, les bactéries nous entourent. Ils se multiplient très rapidement sur notre nourriture et sur nous-mêmes. Graham se sent peut-être mieux, mais il n'est toujours pas propre. Le savon et l'eau se débarrasseront de la poussière et de la saleté. Mais malgré tout, il restera quand même des milliards de champignons microscopiques et de bactéries, les résidents permanents de la peau. Cette empreinte montre les colonies de bactéries qui survivent et se multiplient sur nos mains, même après les avoir longuement nettoyées.
Les bactéries vivent sur nous et aussi à l'intérieur de nous. Nous en avons environ 1 kg dans les intestins. Le visage, le cou et les aisselles sont les endroits les plus convoités. Sous les aisselles, il y a 16 millions de microbes tous les 6 cm² et demi. Partant à la recherche de ces micro-organismes, nous pénétrons dans le paysage inconnu de la peau, grossi des milliers de fois. Des microbes vivent autour des glandes sébacées et des glandes sudoripares qui les nourrissent. Beaucoup d'entre eux vivent temporairement sous les cellules mortes de la peau. Nous représentons à la fois un foyer douillet et un restaurant ambulant pour les bactéries. Elles vivent dans chaque recoin, même dans les veinures de nos doigts. Les champignons microscopiques préfèrent un milieu humide comme les pieds et l'aine. Les microbes situés entre nos doigts de pied libèrent des odeurs fortes. Ces organismes malodorants appartiennent à la famille des bactéries. Bactéries quelquefois utilisées pour la fabrication de certains fromages. Ces bactéries nous protègent en empêchant les microbes dangereux d'élire domicile. Des microbes meurtriers vivent sur notre peau, le staphylocoque et le streptocoque. S'ils pénètrent dans le sang, ils sont mortels. Nos alliés microscopiques nous défendent. Ils produisent des antibiotiques qui éloignent les cellules tueuses. À chaque instant, ces microbes bien intentionnés déclarent une guerre chimique pour nous défendre. Ils sont les sentinelles du système de défense du corps. Bien que Graham ne le sache pas, il est en train de mettre son propre système de défense à l'épreuve. Laissant derrière lui les microbes avec qui il partage son foyer, il part au grand air. Loin des mythes, des microbes et des dangers évidents de la pollution, il devrait être en sécurité. Pourtant, les défenses du corps de Graham restent en état d'alerte. Sa peau représente sa première ligne de défense. Une enveloppe cutanée imperméable et très résistante. La couche supérieure desquame chaque jour, éliminant des microbes et de la saleté. Pour vivre, cette armure doit être trouée. Pour entendre, voir, manger et respirer, chaque orifice vulnérable a son propre système de protection. Les poils dans les oreilles empêchent la poussière de pénétrer. La cire sécrétée par les oreilles piège les microbes. Les larmes contiennent un antiseptique très puissant, ainsi nos yeux s'infectent très rarement. Son nez est un autre point faible de son armure. Les poils du nez empêchent certains intrus de pénétrer. Dans les fosses nasales, du mucus immobilise les microbes. Des millions de poils microscopiques, les cils, capturent les débris pour protéger les bronches. Mais certains assaillants parviennent à passer outre ces lignes de défense. Les poumons sont un champ de bataille très vulnérable. La fibre d'amiante, le pollen, la poussière, la pollution de l'air, le goudron contenu dans la fumée de cigarettes parviennent à pénétrer et à boucher les poumons. Dans cet endroit paradisiaque, l'air semble pur et sain. Mais Graham doit faire face à certains problèmes. S'il pénètre par le nez, le pollen, les mites, les puces peuvent tous déclencher des allergies, un rhume des foins ou de l'asthme. Les scientifiques pensent que les allergies sont un fléau du XXe siècle. Nous éternuons car notre système immunitaire commet une erreur. Jusqu'à aujourd'hui, des parasites tels que ces vers vivaient dans nos intestins. Le corps a développé des moyens pour les attaquer. Les personnes souffrant du rhume des foins réagissent au pollen, aux mites, de la même façon qu'ils ont réagi pour se débarrasser de ce ver.
Les mastocytes, si indispensables pour réparer les dégâts, passent à l'action dans le tissu muqueux des yeux, du nez et des bronches. Ils irriguent cette région avec de l'histamine, qui déclenche les larmes et fait couler le nez. Les symptômes du rhume des foins dénotent que les cellules ont commis une erreur. Les défenses externes de Graham ne sont pas au bout de leur peine. Sa peau est résistante, mais elle peut être endommagée. Sans le soleil, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Pourtant, les radiations ultraviolettes brûlent et font vieillir la peau. Elles peuvent causer un cancer de la peau, l'une des maladies les plus meurtrières du monde occidental. Son armure peut être attaquée de différentes façons, par des prédateurs aux aguets par exemple. Les insectes qui se nourrissent de sang propagent des maladies. Ils injectent des parasites dans le sang qui envahissent le foie, les reins et le cerveau. Dans notre monde moderne, la malaria et la maladie du sommeil tuent des milliers de personnes. Le corps de Graham s'est battu contre les attaques externes et internes. Il n'a même pas réalisé qu'il était en danger. Il est passé au travers de tout cela. 2 millions d'années d'évolution ont prouvé qu'il survivra s'il tombe de bicyclette ou s'il se coupe en se rasant. Le processus de cicatrisation est incessant. Après une après-midi épuisante, Graham rejoint ses amis pour boire un verre. Le bar est un autre endroit où notre téléphage de service peut profiter d'un repos bien mérité. Mais maintenant, il pourrait vraiment avoir des problèmes. C'est l'environnement idéal pour attraper quelque chose de sérieux. Les êtres humains sont très sociables. C'est exactement ce dont ont besoin les microbes pour survivre et se multiplier. Les microbes restent les seuls prédateurs de l'homme. Dans un bar bondé de monde, il est difficile de ne pas respirer l'haleine des gens ainsi que d'autres gaz polluants. Tim a attrapé la grippe. Nous l'attrapons au moins 2 fois par an. Et il est facile de voir comment. À chaque fois qu'il tousse ou qu'il éternue, il rejette des microbes. De microscopiques gouttelettes infectieuses peuvent être projetées à 4 mètres, et ce, à une vitesse supérieure à celle du son. Mais on a plus de chances de transmettre la grippe par le toucher qu'en toussant ou en éternuant. Nous portons les microbes sur la peau, et nous les transmettons aux autres quand nous perdons nos cellules mortes. Pour voir le chemin parcouru par les microbes, nous avons mis une teinture fluorescente sur les mains de Tim. Maintenant, nous allons revoir la scène avec une lumière ultraviolette. Quelques microbes pour Judy. Quelques-uns pour les cacahuètes. Quelques-uns de plus pour Judy. Et en voici quelques-uns pour le serveur. Certains des microbes de Tim peuvent être détruits par les antibiotiques. Des bactéries comme celle-ci explosent littéralement. Mais les antibiotiques n'inquiètent pas les virus. La polio, le sida, l'hépatite font énormément de victimes. En 1919, la grippe espagnole a fait plus de victimes que la Première Guerre mondiale. Voici un portrait par ordinateur du virus de la grippe. C'est l'une des formes de vie les plus primitives. Les virus ne survivent pas longtemps à l'extérieur d'une cellule vivante, car ils ne peuvent pas se multiplier sans une aide extérieure.
Ici, un virus envahit une cellule humaine. Une fois à l'intérieur, il s'empare du système de contrôle de la cellule et s'en sert pour se reproduire des milliers de fois. La cellule explose et rejette des morceaux d'elle-même contenant des particules invisibles du virus. Dans le corps, elles envahissent bientôt d'autres cellules et l'infection se propage. Voici une cellule humaine contaminée par le virus de la grippe. La cellule se recroqueville et meurt. À ce stade de l'infection, les derniers systèmes de défense du corps sont en état d'alerte. Des globules blancs spécifiques suivent leur propre itinéraire. Un second système de circulation nommé le système lymphatique. Ces cellules utilisent cette autoroute pour circuler dans le corps, recherchant en permanence des intrus. Elles peuvent soit agir directement, soit retourner vers une glande lymphatique pour donner l'alerte. Les globules blancs ont leurs propres autoroutes et leurs propres quartiers généraux. Voici l'intérieur d'une amygdale où des globules blancs sont prêts au combat. Chacun d'eux joue un rôle très spécial. C'est une attaque en deux temps. Un combat rapproché suivi d'une guerre chimique. Ces objets ressemblant à des bâtonnets sont des bactéries attaquées par les cellules tueuses du corps. C'est un combat inégal. Les bactéries sont détruites en quelques secondes. Une cellule tueuse attaque à nouveau une cellule étrangère. C'est un combat à mort. Ici, un globule blanc est en train d'emprisonner des bactéries. Elles s'empalent sur les tentacules de la cellule. Une fois capturées, elles seront rapidement dévorées, puis détruites. Les globules blancs ne sont pas toujours vainqueurs. Celui-ci a été détruit, désarçonné par sa proie, une aiguille en amiante dans un poumon. Après le passage des cellules tueuses, la guerre chimique commence. Le système immunitaire du corps humain entre en action. Des cellules spéciales sont stimulées pour produire un poison chimique qui tuera l'intrus. Nous sommes conçus pour produire des centaines de milliers de poisons différents, de larges molécules appelées anticorps. Chacune d'entre elles est spécialement conçue pour détruire une sorte bien particulière de microbes. Les anticorps recherchent des endroits très précis sur la membrane du virus, des taches blanches qui signalent que c'est un corps étranger. Un procédé chimique est déclenché qui dissout la membrane de la cellule et la détruit. Si on venait à contracter à nouveau ce virus, les cellules s'en souviendraient et réagiraient plus rapidement pour qu'il ne puisse pas pénétrer. C'est ainsi que nous sommes immunisés. Mais les virus peuvent changer leur membrane et tromper le système immunitaire. Ainsi, la bataille contre les infections continue. À chaque heure du jour et de la nuit, notre corps se bat pour survivre. Les globules blancs interviennent en permanence, ils tuent en capturant, en empoisonnant. Si ces cellules se retournaient contre nos tissus, nous mourrions. Le système de défense immunitaire et la cicatrisation sont parmi les fonctions les plus vitales et les plus efficaces du corps humain. Elles nous protègent contre un monde hostile.